Donc merci Guillaume, merci d'être là et on va commencer tout simplement la conférence. On se met debout, on se met assis. Merci. Alors, tout simplement, première question, qu'est-ce que ça te fait d'être de retour sur ce campus, d'avoir ton affiche immense juste devant la salle? J'avoue, c'est assez impressionnant. Donc merci à tous, franchement, je suis trop content d'être là. Ça me fait une petite pincée au cœur et je suis content de venir vous raconter des conneries ce soir. Donc grand plaisir d'être là. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vie sur le campus? À l'époque, on m'a dit que tu étais président du rugby et je pense qu'il y a pas mal de garçons et de filles du rugby dans la salle. Ouais, donc ça fait un petit bout de temps, là, je suis sorti en 2009. Je suis un vieux, ça fait un peu mal de l'avouer, mais ouais, j'étais président du RCH. Mon gabarit ne le dit pas forcément, mais franchement, j'ai trop kiffé. Moi, si je dois retenir un truc, il ne faut pas qu'il y ait des profs dans la salle qui m'écoutent, mais j'ai passé 4 ans à jouer au rugby, c'était de la balle. On a fait une tournée aux États-Unis, enfin un tournoi de NBA à Duke en Caroline du Sud, et franchement, on a laissé des souvenirs mémorables là-bas. Et non, c'était trop cool. Franchement, c'était une belle époque, des potes, et j'espère que ce sera le cas pour vous. Au bout de 10 ans, c'est encore des très bons potes avec qui on est proches. Un stage à New York qui était trop cool. J'ai fait SEMS en majeur, j'étais à Milan, j'ai bu des whisky Oka et j'ai fait la teuf et ça m'a bien plu. Donc voilà, vous prenez pas trop la tête, profitez de ce moment-là. Tout le monde vous le dit, mais franchement, c'est assez cool. C'était quoi ton surnom au rugby? Gibo, G-I-B-O, ça marche bien, c'est toujours le même. J'étais demi-mêlée, j'étais numéro 9 pour ceux qui maîtrisent, voilà, le petit qui essaie de passer partout. Petite question à main levée, il y a qui du rugby là dans la salle? Ouais, c'est ok. bon, ça. C'est les intellectuels de la bande. Ok. Quel genre d'élève tu étais à HEC? Tu étais plutôt studieux ou au contraire pas du tout? Ouais, non, j'étais le niveau minimum pour réussir à passer les trucs. J'ai pas mal séché de cours, j'étais un peu à droite à gauche. J'ai fait le 4L Trophy aussi, qui était trop cool. Ça, je sais pas s'il y en a qui l'ont fait, mais franchement, c'est juste dingo ce truc. Non, j'ai essayé de faire le minimum pour, en termes de cours, passer au travers et profiter de tout ce qu'il y avait à côté et faire plein de trucs. Et franchement, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un vrai bon moment. Donc je pense comme beaucoup, j'espère que ça n'a pas trop changé, j'en sais rien. Mais, et avec du recul, si je changeais ce que j'ai fait, en césure, j'ai fait 6 mois de stage à la BNP en finance de marché. C'était il y a 10 ans, hein, soyez sympa. En vrai, c'était un premier stage, tu apprends plein de trucs en premier stage, mais c'est vrai que l'année de césure, et le format a un peu changé depuis, mais profitez-en pour faire des trucs un peu différents, quoi. C'est vraiment un moment pour tester, et vous dites pas que si vous construisez votre CV, votre histoire, faites des trucs qui vous font marrer, essayez de monter votre boîte, tentez. Ce moment de petit cocon où vous avez le temps pour vous, il est juste trop bien, quoi. Donc si je devais changer, c'est ça, se dire de pas... Voilà, dès le départ, dire un peu à son entourage, à ces gens qui attendent plein de choses de vous, qu'en fait vous allez faire votre propre life et que vous en avez un peu rien à foutre de ce qu'ils pensent. Mais c'est pas facile. Donc finalement, l'entrepreneuriat, t'es tombé dedans après la césure? Ouais, exactement. Moi, en fait, je me suis vraiment posé la question de ce que je voulais faire dans la vie. J'étais déjà sorti de l'école et j'ai plutôt réagi à un truc qui s'est pas bien passé qu'autre chose. Donc, en fait, pendant l'école, j'ai beaucoup joué au rugby, c'était de la balle. Arrive la dernière année et peut-être comme certains d'entre vous, tu te dis, il va falloir que je trouve un boulot. Qu'est-ce que je vais faire dans ma life? Je suis un peu perdu. Et je vais au Forum Carrière et je suis tombé chez General Electric. Je sais pas si tout le monde maîtrise General Electric, je pense que oui. Et ils faisaient un gradué de programme. Et ça, les gradués de programme, il y en a sûrement encore beaucoup. Et on te dit, tu vas faire 4 métiers, tu vas partir à l'étranger et tout. Et je savais pas trop quoi faire. J'étais un peu perdu et je démarre chez General Electric. Et je me retrouve dans un métier à la Défense, à faire de la compta, dans une tour au 7e étage, en costard, à prendre le RER à tous les jours. Je fais des Excel jusqu'à 23h. Et j'ai une boss allemande qui me dit, OK, c'est super, le soir, on va bosser un peu tard, on va commander des sushis. Et un jour, elle me dit, You know, Guillaume, there's gonna be a lot of sushi nights. Alors ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de soirées sushi, si vous ne l'aviez pas. Et je me dis, c'est mort en fait, qu'est-ce que je fous là? Et vraiment, en fait, je ne m'étais pas jusque-là, donc sorti de l'école plus 3-4 mois, jusque-là, je ne m'étais jamais posé la question de me dire, en fait, qu'est-ce que j'aime bien faire dans la vie, comment je peux en faire un métier? Et c'est seulement à partir de là où j'ai commencé à réfléchir un peu différemment et à me dire, en fait, je ne suis pas du tout à ma place, quoi. Je me casse. Donc j'ai démissionné et je me suis dit, OK, je cherche une boîte plus petite échelle qui peut en plus me parler. Je vais sur l'intranet d'HEC, je ne sais même pas si ce truc-là existe encore, et je tombe sur une offre de stage chez Bio C'est Bon. Je ne sais pas si vous voyez les supermarchés bio, qui à l'époque étaient des magasins de quartier, il y en avait 3. Et j'envoie mon CV à l'offre de stage en me disant, on va voir, je vais rencontrer le mec et puis on verra bien ce que ça donne. Et je pars comme ça et je rencontre ce gars qui a été une super rencontre dans ma vie et ça, je vous encourage à faire ça, quoi. Envoyez votre CV à plein de gens.
c'est quand même une immense chance d'avoir HEC sur votre CV et les gens vous recevront quoi, 100% du temps. Donc peut-être pas 100%, mais un gros pourcentage. Donc je rencontre ce gars qui est un jeune homme de 70 ans que je kiffe trop, qui est le mec que je vais voir quand j'ai besoin de prendre des coups de pied au cul et ça fait du bien. Et il me dit, écoute, t'as pas l'air trop con, viens, débarque chez moi, on verra bien ce que je te ferai faire. Donc je vais chez Bio C'est Bon en ne sachant pas quel va être mon métier, mais j'ai rencontré le gars, il a l'air bon, et de toute façon, voilà, je suis parti de chez GE, je sais pas ce que je vais faire. Et je me retrouve donc chef des ventes, c'est-à-dire que je recrute les équipes, j'ouvre les magasins, je commande les frigos, les clims, et c'est trop de la balle, quoi. C'est la vraie vie, il y a des vrais clients, c'est un vrai magasin. Si tu réponds pas à ton téléphone le samedi, bah, la caisse, elle marche pas. Il y a plein de gens qui font la queue, et bah, ton métier, c'est de gérer cette merde et de démerde-toi avec ça. Et j'ai trop kiffé. Donc j'ai passé 18 mois là-bas. C'était trop cool. J'ai compris que j'aimais bien, j'avais envie de monter ma boîte, d'avoir des responsabilités, d'être sur le concret. Et j'ai compris au bout de 18 mois que cette boîte-là pourrait pas être la mienne puisque le patron voilà, était assez âgé, il y avait beaucoup de moyens, on est passé de 3 à 10 magasins en quelques mois. Et je me dis, bah, comme peut-être certains d'entre vous, à 25 ans, du coup, 1 an et demi chez Bio C'est Bon, bah, je cherche une idée pour monter ma boîte. Alors je sais pas s'il y en a d'entre vous, là, je regarde les sourires un peu stressés de la life, de se dire, voilà, je cherche une idée ou peut-être je l'ai, mais je sais pas si c'est la bonne. Bah, voilà, j'ai été exactement à votre place et c'est un peu comme ça qu'après le slip est arrivé. Je ne sais pas si je raconte ma life ou si je. Vas-y. Si tu ok, je raconte ma life. Du coup, donc Bio C'est Bon et je me dis bah ok, 25 ans, je suis encore chez Bio C'est Bon. Je me dis que ça va pas être ma boîte. J'ai pas envie de rester éternellement. Et ça se passe bien, donc il m'augmente de temps en temps et je me dis bon bah ok, il y a un peu deux chemins quoi. Soit je reste quelques années et je pense que je pourrais pas prendre de part dans cette boîte. J'ai pas d'argent à mettre dedans, donc ça sera pas mon chemin. Soit je m'en vais et je monte mon truc. Et je me dis, bah, ok, cool, mais t'as pas d'idée, quoi. Donc, essaie de trouver une idée. Et là, je me dis, je l'aborde un peu de différentes façons. Je me dis, bah, monter sa boîte, c'est un truc qui prend longtemps. Donc ça, il faut que vous l'ayez bien en tête. C'est 5 ou 10 ans. Hein. Moi, j'ai démarré en 2011. Donc on est 2009, je vous fais pas les maths, mais ça fait quand même un petit bout de temps que je raconte mon histoire. Et donc ça prend du temps, il faut être capable d'en parler avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion tout le temps, quand tu as envie, puis quand tu n'as pas envie. Et ça, ça fait partie du métier. Et je me dis, bah, la mode, j'aime bien, c'est un truc que j'ai toujours bien aimé, les fringues, j'aime bien ça, j'aime bien les marques. Et je me dis, Internet va bouleverser la façon dont ce métier fonctionne. Pour vous donner un truc assez frappant, Instagram n'existe pas en France au moment où je réfléchis à tout ça. Pour vous dire l'espèce de tsunami qui s'est passé dans ce métier depuis 8-9 ans. Et je me dis, bah, ok, marque de mode cool, en ligne, il y a un truc à faire. Il y a des catégories qui sont plus ou moins adaptées. Les jeans, les chaussures, les vestes, si c'est pas ta taille, il faut changer. Tu connais pas ta taille, c'est relou. Le sous-vêtement, c'est un produit qui est petit, qui est léger, qui s'essaye pas. Alors c'est très vrai pour les mecs, un peu moins pour les filles, mais je pense que les mecs dans la salle, vous avez jamais essayé un slip dans un magasin de votre vie. L'idée de peut-être aller dans la cabine pour enlever votre froc, déjà c'est mort, vous êtes déjà ressorti de la boutique. Donc c'est un produit qui ne s'essaye pas et auquel tu es en plus assez fidèle. Donc en fait, si tu réfléchis, ça coche vraiment les cases du bon produit à vendre en ligne. Et de l'autre côté, je me dis, en fait, c'est quoi les marques françaises qui sont trop balèzes en France et à l'international et qui, je pense, dureront éternellement. Et je me dis, bah, sur différents niveaux de positionnement, tu as évidemment Louis Vuitton, Hermès, tout le monde pense à cela, mais tu as aussi les Lacoste, les petits bateaux, qui sont moi des marques que j'adore. Et je me dis, bah, en fait, un des points communs entre ces marques, c'est vraiment le côté produit, savoir-faire, fabrication française, l'atelier. C'est plus ou moins vrai, c'est plus ou moins made in France ou pas, mais en tout cas, c'est de l'ADN très fort de la marque. Et je me dis, bah, si j'arrive à mettre tout ça dans un seul et même truc, dans une marque de sous-vêtements online, fabriquée en France, en racontant bien l'histoire et tout, je pense qu'il y a un truc à faire. Je regarde Dim, ça fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Villebrequin, les maillots de bain, ça fait 130. Toutes les marques de chaussettes qu'on connaît, ça fait 40-50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il y a un truc à faire. Et je me dis, bah, faut arriver à craquer le truc. Et là-dessus, bonne reco pour vous, je vais boire des bières avec des potes dans un café qui s'appelle le Sauvignon, je ne sais pas si ça vous parle, qui est un petit café à côté du Bon Marché, et qui est très sympa pour boire des bières le samedi. Et je raconte ça à des potes. Et d'ailleurs, c'était un pot de départ d'un de mes potes d'HEC qui était lui à l'inspection générale à la SOG, et qui partait en Croatie, je crois, un truc foireux comme ça. Et on boit des bières en disant ok, trop cool. Je raconte ça et j'ai un de mes potes qui me dit mais mec, t'es ma boule, qu'est-ce que tu vas foutre à vendre des slips, ça va jamais marcher, surtout sur Internet, quoi, c'est mort. Et je lui ai dit, écoute, si je fais le slip français, je suis sûr que je peux en vendre quelques-uns. Et bah, comme je vous l'ai dit, je cherchais une idée, donc je me dis, bah putain, en fait, cette idée, elle est quand même marrante. De toute façon, j'en ai pas d'autres. Au pire, j'aurai des slibards pour toute ma vie. Voilà, j'ai 25 ans, t'as décidé que t'allais y aller, donc vas-y, quoi. Et bah, je passe la nuit dessus, je me dis, c'est pas si con. Et le lendemain, je tape sous-vêtements fabrication française dans Google. En page 18, j'arrive chez Moulin Neuf Textile, qui est une petite usine en Dordogne. Je connaissais rien au textile et rien à Internet. Et je me dis, OK, bah vas-y, on y va. Et je fais un PowerPoint, un patron PowerPoint de slip.
magnifique, je pourrais vous l'envoyer pour archive. J'achète 2-3 slibards dans les marques et je vais à l'usine et je dis bah voilà, je voudrais faire le slip français. Il y aura un bleu, blanc, rouge en haut et une cocarde. Et ça va être trop stylé, on va en vendre plein. Donc ça a démarré comme ça. Et 9 mois plus tard, j'ai ramené 600 slips dans le coffre d'une bagnole de location, un Picasso rouge, d'Angoulême à Paris. J'ai mis ça dans le garage de ma grand-mère qui habite dans le très chic 7e arrondissement de Paris. J'ai bricolé la première version du site web sur PrestaShop. Je pense que ça vous parle, PrestaShop, à ceux qui sont en train d'un peu monter leur boîte. Je vois des gens qui font oui, je me dis, il y en a qui sont dans cette galère. Voilà, donc je bricole le site, j'y connaissais rien, mais comme pour ceux qui mettent un peu les mains dedans, tu passes un peu de temps et normalement tu y arrives. Et en septembre 2011, je lance le slipfrançais.fr avec 600 slips, des bleus, des blancs, des rouges, des noirs, le vaillant, l'intrépide, le redoutable et le triomphant, que vous pouvez toujours retrouver actuellement sur notre site web. Et ça démarre comme ça, en me disant, bah voilà, allons-y, on verra bien ce que ça donne. Et aujourd'hui, on est 100 personnes, on a fait 21 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, et on est en train de devenir un des plus grands marchands de slips en ligne en France, ce qui n'était pas forcément prévu, mais ce qui est une chouette aventure. Et donc, tu as commencé en solo. Est-ce que c'était pas compliqué? Pourquoi tu as commencé comme ça? J'ai commencé comme ça un peu parce que ça s'est fait comme ça. Et vraiment, il faut que vous vous rendiez compte du changement de ces 10 dernières années. C'est-à-dire que là, même ce qu'on est en train de faire là, il y a 10 ans, ça n'existait pas en fait. La BPI, la Station F, Nouma, tous ces trucs-là, ça n'existait pas en fait. Donc il y avait des gens qui montaient leur boîte, c'était des PME. Entrepreneur, c'était le mec qui allait faire des travaux chez toi. Et donc l'idée de se dire, ok, je vais réfléchir à comment je vais scaler ma boîte et m'associer avec le bon profil dès le début, tu vois, ce genre de dire-là, ça n'existe pas quoi. Donc moi j'ai une idée de vendre des slips et je me dis que c'est cool et je vais le faire et je tente ma chance. Donc en fait, je me suis pas, j'ai pas vraiment réfléchi le truc. Je me suis plus lancé en disant, bah, on verra bien quoi. Sauf qu'il se trouve que, et même là, je vous raconte l'histoire, ça paraît super réfléchi. Hein. En vrai, c'était un peu réfléchi, mais peut-être pas autant que ça. Et c'est un coup de chance. Hein. C'est un truc un peu coup de bol, lancé au bon moment. Comment on sait qu'une idée est la bonne? Est-ce qu'on le sait? Non, franchement, je suis désolé. Je crois qu'on on le sait pas vraiment. Je pense que il n'y a pas beaucoup de critères, mais je dirais il faut que ce soit une idée qui vous parle. Je l'ai dit, hein, monter sa boîte, c'est 5 ou 10 ans. Enfin, les gens qui vendent leur boîte en 2-3 ans, c'est déjà réussir à vendre sa boîte, c'est très peu de pourcentage, ou arriver à la faire grandir, c'est très rare. Arriver à faire ça en très peu de temps, c'est très 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 rare, quoi. Donc une boîte, c'est quelque chose avec lequel vous allez vivre, vous allez embarquer toute votre famille, tout votre réseau, tout le monde autour de vous, vous allez mettre de la thune dedans. Donc il faut vraiment partir d'un truc qui vous plaît. Donc une bonne idée, c'est une idée qui te plaît déjà, dans un secteur qui te plaît. Et après, il y a pour moi 2 critères. 1, le marché. Est-ce que c'est un marché balèze? Et 2, l'équipe, quoi. Et après, voilà, si tu as coché ces cases-là, je pense que ça coche déjà les cases d'une bonne idée. Après, nous, le slip français, je ne pense pas que ce soit spécialement une bonne idée. C'est juste bien exécuté, bien fait sur le web. Et je pense qu'on en reparlera après plein de trucs, mais je pense que c'est plus bien exécuté qu'une super idée de génie. Enfin, je suis assez réaliste. Du coup, qu'est-ce qui fait les qualités du slip français? Est-ce que c'est le Made in France? Est-ce que c'est le marketing que tu as mis en place derrière tout ça? Il y a différents trucs. Le premier truc, c'est vraiment la strat qui est devenue un peu DNVB pour ceux à qui ça parle, Digital Native Vertical Brand. Donc, c'est un joli mot anglais pour dire que tu fais une marque sur Internet très vite, très fort. Le meilleur exemple, les exemples sont à la base américains, Warby Parker, Bonobo. Le plus bel exemple français, c'est Cézanne, que vous connaissez tous, je pense. Et nous, on a un bon exemple français de cette strat. L'idée, c'est une communauté très forte online et de ça. Je pense que nous, le principal facteur, c'est ça, c'est cette stratégie de contenu, de raconter une histoire. Notre métier, c'est de vendre en ligne. On fait 70% de notre chiffre d'affaires en ligne sur notre site que chez nous. Donc notre métier, c'est d'inventer des conneries en permanence sur Facebook, sur Instagram, pour raconter du contenu autour de notre marque, pour faire venir les gens. Donc ça, je pense qu'on est une des premières marques en France à avoir un peu fait ça et surtout industrialisé derrière. Le point de départ, c'était la campagne présidentielle de 2012. Voilà, on a détourné les affiches, le changement de slip, c'est maintenant, voilà, ce genre de conneries. Et c'est ça qui nous a fait mettre le doigt dedans. Donc, je pense que c'est ça qu'on a très bien fait avant les autres, et surtout en se remettant toujours en question et en adaptant toujours les nouveaux formats. Ce n'est pas un accident qu'on a fait une fois, c'est vraiment devenu une ADN forte. Et après, le Made in France, la transparence, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus vrai pour ceux qui se lancent dans des biens de conso. Moi, je suis fan de Yuka. Je sais pas, tout le monde maîtrise Yuka, bien sûr. Yuka, ça va arriver dans tous les métiers, quoi. Donc demain, tu vas pouvoir scanner le code barre de ta fringue et tu pourras savoir où c'est fait, comment, pourquoi. Et ça va faire bouger le marché fort, quoi. Donc nous,
pense qu'avec le Made in France, on est au début de ça, de la transparence, de raconter pourquoi, comment et pourquoi c'est fait. Et je pense qu'on a chopé le truc un peu par hasard au bon moment, mais c'est, je pense, un des gros leviers de succès. Et puis après, coup de bol un peu sur le marché aussi. Le marché de la mode homme, qui est devenu un vrai marché, qui s'est structuré, où les mecs ont de plus en plus acheté des marques de mode, là où c'était pas vrai avant. Là-dedans, le online a évidemment pris une part de marché énorme. Et là-dedans, le sous-vêtement est devenu aussi une catégorie qui est devenue un vrai achat mode et pas que un truc de convenience, quoi. Donc pas mal de points qui ont fait au final. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur les affiches et la campagne électorale? Parce que je sais que ça a été un moment vraiment marquant de l'histoire de la boîte. Ouais, ça a été pareil, un hasard en fait. Et je pense que c'est... En fait, nous, on a eu plusieurs phases un peu dans la boîte. Les 3 premières années, l'écosystème startup, il existait peu ou pas, donc 2011, 12, 13. Et moi, j'étais vraiment commerçant, quoi. Et j'adore ce mot. Enfin, c'est vraiment hyper positif. Je sortais de chez Bio C'est Bon. Le modèle que j'avais, c'était je vous l'ai dit, un jeune homme de 70 ans, donc pas tout à fait station F, quoi. Et vraiment du bon sens, du travail, et de te dire, en fait, tu vas faire un peu de tout, des Galeries Lafayette, d'une estafette du slip, des pop-up, enfin, tout ce que tu peux imaginer. On n'était pas du tout parti en mode start-up. On va dépenser de l'argent sur Facebook. On s'est dit, OK, on se fait connaître. Et surtout, j'avais pas levé de fonds, donc j'avais mis 10 000 balles de côté. J'étais en rupture conventionnelle au début pendant 15 mois, donc j'avais un peu de cash devant moi et 10 000 balles à mettre dans la prod, le dépôt du logo, un peu de dépenses sur le site web, mais donc pas beaucoup de sous. Et excuse-moi, j'ai perdu le fil de ma pensée, donc du démarrage et de la campagne, excuse-moi. Et du coup, je me dis, en fait, ça démarre, on fait un peu de chiffre d'affaires, on fait 40 000 euros de chiffre d'affaires le premier Noël, 300 000 la deuxième année, et je me dis, je commence à passer des commandes à l'usine, et c'est mon argent, quoi. Enfin, j'emprunte à la banque du cash pour aller payer le stock. Donc, si tu veux, l'espèce de frisson de dire, tu dois te faire connaître, tu dois faire du trafic sur ton site, c'est pas l'argent d'un fonds que j'ai dépensé, c'est l'argent que j'empruntais, caution perso, à la banque. Alors, tu te rends pas bien compte de ce que tu fais, de ce que je faisais à cette époque-là, mais il y a quand même du risque. Et du coup, quand en 2012 arrive la campagne présidentielle où tous les candidats disent le Made in France, comment est-ce qu'on doit réindustrialiser les usines, la France doit être un pays industriel, tous les journalistes cherchent à parler de ce truc. Et en fait, ils ne trouvent pas forcément de boîtes qui fabriquent en France. Et je me dis, putain, il faut absolument qu'on arrive à émerger dans la scène de ce débat médiatique. Et je me dis, les candidats sortent leur slogan, donc le changement c'est maintenant, la France forte. Et je me dis, de Nicolas Sarkozy, et je me dis, ok, on va faire un coup de Photoshop sur Facebook. Et à l'époque, il y avait peut-être 1500 personnes qui suivaient la page. Et on a mis le changement de slip, c'est maintenant, de François Hollande. Et là, le truc est parti en freestyle total. Il y a eu 10 000 partages. Donc ça, c'était trop bien. On a eu plein de trafic sur le site. On vendait 5 000 balles de slip par jour. Je les avais pas. Il fallait que je les commande à l'usine le jour même et ça. Le site, il plantait toutes les demi-heures parce qu'on avait trop de trafic. Et ce qui était génial, c'est qu'il y avait vraiment ce côté organique où on a compris, si tu veux, la puissance du contenu et de ce que ça pouvait t'amener en trafic. Et surtout, un peu mot compte double, c'est que ça te ramène de la presse, en fait. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment que vous ayez en tête quand vous montez votre boîte, c'est que la presse, le RP, à l'ancienne, c'est ultra efficace. Et on oublie ce truc-là. Décrochez au téléphone, appelez les journalistes, passez du temps sur Twitter ou faire une veille, une liste de gens qui parlent de votre métier et appelez-les, quoi. Enfin, ça marche vraiment. Et en fait, tellement peu de gens le font que ça marche. Et donc, moi, j'avais 0 contact presse, mais j'ai vraiment essayé de bosser à partir de là. Et je me souviens vraiment, j'étais chez ma grand-mère, j'avais un portant en métal pire que ce qu'il y a dans les bâtiments, je suis sûr que c'est toujours les mêmes portants dans les armoires, mais j'avais 4 slips et des journalistes faisaient la queue devant chez ma grand-mère en disant mais c'est quoi ce délire d'une marque de slip d'un étudiant, et ça faisait une notoriété de dingue et on a couru après le stock pendant 2 ans à partir de là, quoi. Et après, du coup, un peu coup de bol au début, mais on l'a un peu rationalisé pour le construire dans le temps. Est-ce qu'aujourd'hui tu communiquerais de la même manière ? J'ai l'impression que la com, elle a vachement évolué avec les réseaux sociaux et tout ça, et on est tous saturés justement de marques qui font des blagues sur les réseaux sociaux, qui essaient de se mettre en avant et de créer du contenu viral. Est-ce que tu referais tout ce que tu as fait aujourd'hui ? Je ne referais pas les mêmes, parce que je pense que les sujets ont vachement évolué. Je pense que le rapport à la politique, par exemple, c'est beaucoup plus touchy aujourd'hui. Déjà, c'est un peu vu et revu, et surtout, c'est beaucoup plus crispé, quoi. Les sujets politiques sont plus compliqués, je pense. Donc, clairement, on n'irait pas sur ce terrain-là. Après, je pense que... Je crois que vous avez vu Tigrane de Big Mama. Il dit un truc tout bête sur Big Mama. Il dit, en vrai, dans la bouffe, le bon rapport qualité-prix au bon endroit, c'est toujours plein, 100% du temps. Enfin, moi, je pense que dans le contenu et les marques digitales, le bon contenu au bon moment sur la bonne plateforme, ça marche 100% du temps. Et on est peut-être un peu, on en a peut-être marre des marques qui font du contenu viral, mais en fait, c'est parce qu'il n'est pas très bon, quoi. Donc, ou pas assez bon. Donc, effectivement, toutes les marques s'y essayent.
Mais je pense que la vraie bonne idée, qui sont toujours les plus dures à trouver, ça marchera et ça fera toujours de la vue organique. Et les trucs que vous partagez à vos potes en disant ah, t'as vu ça, c'est trop cool. Mais en vrai, c'est toujours les bonnes idées qui souvent sont simples. Mais... Donc moi, je pense qu'il y aura toujours de la place pour de la créativité, des bonnes idées, en ayant la discipline de vraiment vous adapter au format. Et je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais Instagram, Facebook, c'est des machines de guerre, d'innovation. Et c'est pas parce que vous avez 25 piges et que vous avez un compte Instagram que vous avez compris comment ça marche. Et en vrai, il faut passer du temps à faire de la veille, le blog du modérateur, Golem 13, la réclame, enfin il y a plein de newsletters là-dessus pour apprendre et faire de la veille sur tous les nouveaux formats. Dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, être les premiers, être capable de s'approprier ces formats-là pour pouvoir émerger et faire du reach et aller s'approprier des trucs que d'autres marques un peu plus installées n'ont pas l'agilité de faire. Parce que forcément, une grosse boîte, quand elle a une agence de com, une agence média, quand il y a un nouveau format Instagram qui sort le lundi que personne n'était prévu avant, c'est impossible pour elle de réagir le mardi ou le mercredi si elle a 2 agences en cascade. Alors que toi, tu as fait la veille déjà 15 jours avant, tu sais que ça va sortir et tu arrives à sortir assez vite, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette veille? Est-ce qu'il y a des podcasts que tu écoutes, des vidéos que tu regardes spécifiquement Ouais. et qui pourraient nous inspirer? Je l'ai un peu cité. Golem 13, la réclame, l'ADN, We Are Social, le blog du modérateur. Ça, c'est des bonnes newsletters, donc abonnez-vous à tout ça. Il y a vraiment plein d'actu hyper cool là-dessus. Et après, plus largement, en contenu sur l'entrepreneuriat, il commence à en avoir plein pour avoir des idées. Il y a celui de Pauline Gémiot qui est chouette. Il y a nos vidéos du slip, JVM et j'ai peur. J'espère que vous avez jeté un œil. On fait pas mal de contenu sur ces trucs-là. Et après, sinon, c'est faire de la veille sur vos concurrents, les gens dans votre métier, les gens dans d'autres métiers, et d'être curieux, quoi, de passer vraiment beaucoup de temps sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, et de voir comment ces plateformes-là évoluent. Typiquement, pour illustrer, mais aujourd'hui, parfois sur LinkedIn, en organique, on arrive à reacher plus large que sur Facebook. Alors qu'on a, sur le slip, on a 40 000 followers sur LinkedIn, on en a 290 000 sur Facebook. Un post LinkedIn aujourd'hui qui peut être un post peut-être même plus produit va être plus vu qu'un post Facebook. Comment ça se fait? Parce que tout le monde se met à Facebook, il y a effectivement plus de concurrence sur les contenus et que finalement, avec une bonne ligne édito sur LinkedIn où tu arrives à avoir un contenu qui est adapté à ta marque sur un truc un peu différent, en fait, ça peut vraiment être hyper intéressant. Et moi, je compare souvent l'entrepreneuriat à Mario Kart. Je ne sais pas si tout le monde maîtrise Mario Kart, mais clairement, tu gagnes quand tu passes sur les flèches jaunes, quoi. Tu gagnes pas en étant bien sage tout le long de la course. Et les réseaux sociaux, c'est vraiment les flèches jaunes, quoi. Et surtout, ce qui est cool, ce qui est difficile quand tu commences à grandir un peu, mais ce qui est cool, c'est que ça change tout le temps. Et il y a toujours des nouvelles façons d'émerger. Je pense que vous le voyez tous, quoi. Des comptes qui arrivent à des centaines de milliers de followers en quelques mois, juste parce qu'ils ont trouvé un bon truc d'édito, une bonne mécanique. C'est juste dingo, quoi. Franchement, il faut se rendre compte de... Quand tu arrives à avoir une audience assez importante, quand tu fais des stories, c'est que c'est vu par 40 ou 50 000 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Enfin, c'est presque un stade de France, quoi. Quand tu fais rentrer le stade de France dans cette salle, c'est... T'as plus de siège, il n'y a plus rien. Enfin, c'est des masses de trafic, c'est juste dingo, quoi. Et ça s'apprend pas à l'école, je crois. Ça s'apprend en tâtonnant. Mais en tout cas, ça part du principe de dire, en fait, je ne connais pas comment ça marche et je vais y passer du temps. Et c'est pas parce que j'ai Instagram sur mon tel depuis le début que je maîtrise le truc, quoi. Il y a une humilité face à la capacité d'innovation. Et parfois, même, tu te dis, putain, ça va trop vite, quoi. Est-ce qu'il y a des marques dont tu t'es inspiré, des marques que tu admires en particulier? Sur ce truc de réseaux sociaux ou au global? Oui, particulièrement. Je trouve que Cézanne, j'en ai déjà parlé, ils sont très forts. Qu'est-ce que j'aime bien? Il y a un compte que j'aime bien qui n'est pas une marque qui s'appelle Pablo Rocha, je ne sais pas si vous le suivez sur Instagram, qui est vraiment cool. Je trouve que Veja, dans un autre style, pas forcément plateforme réseaux sociaux, mais ils n'ont pas, vous l'avez vu la semaine dernière, mais ils n'ont pas dépensé 1 euro de marketing. Ils ont un contenu qui est, la page projet de Veja qui raconte comment ils ont fabriqué leurs produits et tout, elle est juste monstrueuse, quoi. Le temps qu'ils ont passé là-dessus, c'est... je n'ose pas imaginer. Quelle autre marque j'aime bien? Je trouve que ce que fait Ami, c'est bien, la marque de fringues, je ne sais pas si ça vous parle. Jacquemus aussi, je trouve que c'est très cool. Je pourrais en citer pas mal, mais après, dans les DNVB, il y a des DNVB Cosmeto qui sont en train de sortir, Seasonly et comment s'appelle l'autre? Horace, qui est très bien aussi, ouais. Et l'autre, celle de Ning, Typology, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est très chouette aussi. Voilà, ça fait déjà pas mal de petits trèfles. Et tu nous parlais de ta veille technologique, disons, pour être créatif. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toi le moteur créatif de la boîte ou est-ce que tes équipes sont vraiment là à faire cette veille aussi et à apporter des idées?
Je le suis encore un peu, mais j'ai vraiment bien transmis le virus, je crois. Vraiment, je vous disais au début le frisson de dire ok, bah, tu as du stock à payer, tu as des factures à payer et tes cautions perso, donc bah, démerde-toi pour avoir des passages télé, parce que le passage télé, ça fait du trafic sur le site. Bah, j'ai vraiment essayé de le transmettre à l'équipe, de dire on a un social slip tous les mardis. Donc le social sleep, c'est un moment de kiff. Donc on est quel jour? Non, c'est tous les mercredis, c'était ce matin. Et le social media manager, il arrive avec une veille. Donc on regarde toutes les pubs un peu cool. Typiquement, j'ai pas parlé de Patagonia, mais Patagonia est sorti, qui est une méga marque, juste trop bien. Et Patagonia a sorti une vidéo trop cool il y a un petit mois sur la R1, qui est la polaire, le base layer qui vendent le plus. Et ils ont pris un méga grimpeur qui est un mec trop balèze et qui fait une chanson où il chante. Il chante trop mal, c'est faux, il est avec un pote et la vidéo est trop cool. C'est pas une vidéo directement promotionnelle, mais le contenu est trop cool. Et typiquement, on démarre la veille, on démarre le social slip par cette veille. Donc j'ai vu cette vidéo là ce matin, c'est pas moi qui l'ai pistée et tout ça, mais donc on la regarde et du coup derrière ça me donne d'autres idées. Et on se dit, bah ok, on sort pas de la salle avant d'avoir trouvé une idée un peu créa. Et vraiment le leitmotiv, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens se disent ils sont vraiment trop cons au slip. C'est vraiment ce qu'on cherche. Et j'espère que vous l'avez déjà vécu, de dire ils sont vraiment trop cons, quoi. On se dit exactement wordé comme ça, de dire voilà, comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens se disent ça. J'ai vu ta pub sur le seul slip qu'on voit depuis la Lune, depuis l'espace. Ouais. Tu peux nous en dire plus parce que vous avez peint sur vos locaux en énorme. Ouais, exactement. Donc là, c'est une idée un peu barrée. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent aussi parce que ce qui est génial, c'est que le slip, c'est un mot magique, ça inspire vraiment pas mal. Donc on reçoit un mail un jour de quelqu'un qui nous dit voilà, je suis artiste peintre, j'aimerais bien faire un slip géant quelque part, ça me fait trop marrer, je le fais pour vous. Et donc là, on réfléchit, il se dit bah ok, trop cool. Je sais plus si elle nous avait proposé de le faire sur le toit déjà ou pas, mais ou si c'est nous. Enfin bref, on se dit ok, on va le faire sur le toit d'une usine. Et là, on écrit au patron de l'usine de Le Maillot dans le Nord, qui est un jeune homme de 62 ans qui a pris sa retraite cette année. Et je lui dis, Olivier, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on peut faire un slip géant sur le toit de ton usine? Et il me dit, au début, il me dit non, et il réfléchit. Et en fait, ça l'amuse, en fait. Et c'est ça qui est cool, c'est que la relation avec les fabricants, et c'est ça qui est cool aussi de faire tout Made in France, c'est que finalement, ça fait 5 ans qu'on bosse avec eux, on fait 40% de leur chiffre d'affaires. Ils ont compris que faire des choses avec nous, ça leur amenait du contenu, ça faisait du chiffre d'affaires. Donc, au début, il dit non, puis après, il se dit bon, envoie-moi le truc, je vais regarder. Et puis en fait, ça l'a vachement amusé. Et donc, on a peint un slip de 50 mètres de diamètre sur le toit de l'usine Le Maillot. Donc, on a peint le logo. Et c'était juste trop bien. C'était une tannée à faire parce que le toit, il est incurvé, il y a des fenêtres et tout. Enfin, laisse tomber, c'était vraiment pas facile du tout. Et on a peint ce truc-là qui était trop bien. Et dans l'idée, peut-être à la prochaine mise à jour de Google Maps, ça se verra, je suis même pas sûr, mais c'est l'histoire qu'on a racontée. On a filmé avec un drone et c'était trop cool, quoi. Et on est venu peindre le dernier jour avec l'équipe du slip, mettre les derniers bouts de peinture. Et c'est juste trop bien. En vrai, le budget de ce truc-là, c'est 5 000 euros, quoi. Il y a 2 500 euros de peinture, de mise au point du truc et 2 500 euros de vidéo. Sur le papier, tu te dis, je vais faire un contenu comme ça va jamais marcher. Et en vrai, c'est des millions de vues en organique sans dépenser 1 euro de budget média. Donc, et voilà, et on en parle encore aujourd'hui. Donc, je pense que c'est vraiment le genre de contenu où, tu vois, tout à l'heure, tu disais, est-ce qu'on n'a pas marre des marques? Je pense que si on surprend toujours et qu'on essaie de trouver des bonnes façons de se réinventer, ça marchera toujours. Est-ce que tu peux nous parler du Tour de France aussi? Parce que je pense que c'était qu'un projet, ça n'a pas été fait au final. Si, on l'a fait, le Tour de France. Okay. On l'a fait, le Tour de France. Et d'ailleurs, on l'avait annoncé dans le podcast et ça a marché, donc je suis trop content. Un peu dans le même délire. Donc globalement, tout ce qui est projet un peu barré autour de slip, on aime bien. Et on se dit, un peu comme le slip au César dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais Elise Moon qui a remis un César en slip français, un slip de bain de slip français. On s'est dit, le Tour de France, on est partenaire du Tour de France, on fait 2 slips, un slip leader du Tour et un slip meilleur grimpeur. Et on s'est dit, ok, le Tour de France, c'est quoi les images qu'on connaît du Tour de France? Qu'est-ce qui se passe? Et vous connaissez tous, et c'est un événement super médiatisé, je ne sais pas si vous le savez, je crois que le premier ou le deuxième événement sportif le plus regardé au monde, le Tour de France, notamment aux US et tout, en Allemagne, c'est assez dingue. Et vous connaissez tous ces images d'hélicoptères quand ils passent et qu'il y a des agriculteurs du coin qui font des trucs avec les meules de foin et qui mettent des machins. Et on s'est dit, putain, ça serait trop marrant de faire un méga slip qui se verrait depuis les hélicoptères de France Télé. Et donc, coup de bol, le Tour de France l'année dernière démarrait à Noirmoutier. Et moi, je vais en vacances là-bas depuis que j'ai 0 ans. Donc, je me suis dit, OK, il n'y a pas moyen, on va faire un slip géant sur le sable et on va faire en sorte qu'il soit pris par les hélicoptères de France Télé. Du coup, on a trouvé des artistes de sable
parce que ça existe. Et on a fait des maquettes et on a mimé un énorme logo de slip, pareil, qui fait 30 mètres. Et on s'est dit, OK, bah, on va le mettre sous le pont, à l'endroit où, de toute façon, les mecs sortent de l'île, ils sont en vélo, donc ils n'ont pas le choix. Donc, logiquement, l'hélicoptère devrait passer là. Et donc, on fait ce truc-là. Coup de bol, il fait beau. Coup de bol, la marée au bon moment. Et donc, le slip n'est pas dans l'eau. Et arrive l'hélicoptère, et les images, et les mecs ont presque tous traversé le pont. Et l'hélicoptère était parti pour passer à côté. Et là, il y avait l'équipe du slip sur la page qui a fait comme ça. Et l'hélicoptère, il a regardé, il a filmé le truc. Et pendant 20 secondes, tu as eu le slip géant sur le sable. Voilà. Ça, Tour de France sur toutes les télés du monde. C'est comme quoi, voilà, c'est que des idées assez simples en fait. C'est juste que tu te dis, ok, on va vraiment le faire, quoi. C'est quoi le truc le plus fou que tu as fait au slip français ou dans ta vie? Le truc le plus fou que j'ai fait, le plus marrant peut-être, c'est la campagne Kickstarter qu'on a fait aux États-Unis. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu celle-là. Elle s'appelle Very Love Trip 2015. Vous connaissez tous Kickstarter, bien sûr. Et on s'est dit, OK, à l'époque, il y avait Pebble, cette marque de montre, qui, je crois, a toujours le record de la plus grosse levée sur Kickstarter, qui est à 18 ou 20 millions de dollars. Et on se dit, OK, bah, y a plein de marques qui font des grosses collectes sur Kickstarter. On va tenter notre chance. Essayons de raconter une histoire. On verra bien ce que ça donne. Et on se dit, bah, si on fait une collecte juste sur un produit, ça va pas trop marcher. On se dit, on va essayer de faire les Français et de faire un truc stylé. Et on va raconter une histoire. Et donc, l'histoire qu'on a inventée sur Kickstarter, c'est de faire une rencontre entre deux mannequins en plastique. Donc, lui s'appelle Léo, c'est un mannequin en plastique français. Il travaille au slip français dans la boutique dans le Marais. Et à la Fashion Week en France, à Paris, il rencontre dans les vestiaires de la Fashion Week une mannequin en plastique blonde qui s'appelle Chérie, qui est américaine, et il tombe amoureux à la Fashion Week. Et forcément, à la fin de la Fashion Week, Chérie, elle repart dans l'avion pour les États-Unis. Donc Léo, il est dévasté, il est mort de chagrin d'amour. Il faut absolument l'aider pour repartir aux États-Unis, retrouver Chérie. Donc on fait une campagne Kickstarter où on dit aux gens, OK, prêt à acheter des trucs sur notre site. Sur 5 $, pour 5 $, on vous envoie une carte postale. Pour 10 $, on vous envoie un blanc en plastique. Pour 30 $, on vous envoie un slip dédicacé. Et pour 100 $, on vous envoie, je ne sais plus ce qu'on envoyait, le chien en plastique. Et pour 1000 $, on vous emmène avec nous aux États-Unis. Et le truc cartonne direct. On avait mis, je crois, 40 000 $ de départ. En France, on fait en 2 semaines, on fait 40 000 $. On passe au grand journal et tout. On a plein de presse de dire c'est OK, c'est trop marrant et tout ça. Du coup, on se dit OK, on va aux États-Unis. Donc, on est parti aux États-Unis avec un mannequin en plastique. Et on a fait New York, Nouvelle-Orléans en bagnole, Nouvelle-Orléans, Las Vegas en avion, parce que quand même c'est grand les États-Unis. Et on a refait Las Vegas, San Francisco, je ne sais plus ce qu'on a fait comme trajet, avec le mannequin en plastique. On a passé 15 jours là-bas et on essayait de faire monter la cagnotte avec des Instagrammeurs et tout au long du voyage. Et la cagnotte est passée de 40 000 $ à 42 500 en 3 semaines aux États-Unis, parce qu'on n'avait pas de budget, on n'avait rien. Et les Américains, ils ne comprenaient pas du tout notre délire. On disait, mais c'est trop stylé, on a un mannequin en plastique, c'est le slip, le machin et tout. Que dalle, on a payé une agence de presse 20 000 $, il ne s'est jamais rien passé. On n'a jamais eu un seul article de presse. Mais du coup, on a passé 3 semaines aux États-Unis, on a fait du surf en Californie et c'était trop cool. Et voilà, malheureusement, le ROI était top jusqu'au moment où on a pris l'avion. À partir de là, ça s'est un peu dégradé, mais c'était franchement, voilà. Et à un moment, tu vois, tu te dis, tu es sur la route entre Las Vegas et San Francisco, je crois, avec arrêté sur la route avec un mannequin en plastoc en train de faire une photo, et tu te dis, bah, ça c'est mon métier. Et tu te dis, bon, bah, c'est plutôt cool. Ok. Une question plus normale. Comment tes employés te décriraient? Il faudra leur poser la question. C'est là où tu as peut-être une vidéo qui... Non. Bonne question. J'espère qu'ils disent que je suis sympathique, que je suis un peu fou, je pense, peut-être, que je suis exigeant. Et je sais pas trop. Non, je pense qu'ils sont conscients qu'on met beaucoup d'énergie à essayer de faire une boîte où les gens sont contents de venir bosser. Et ce qui n'est pas facile du tout. Parce qu'on est tous... c'est facile. Comment on fait du coup? Comment on fait? Déjà, nous, on a la chance quand même de faire... Et c'est pour ça que je vous le disais au début, de démarrer dans un métier que tu aimes bien et qui fait du sens. Yuka, la transparence, tout ça. Nous, c'est quand même génial de se dire, on fabrique en France, on fait un truc que personne n'a réussi à faire depuis 30 ans. Nos clients et les gens qu'on voit dans les usines et tout, les gens nous disent merci, quoi. Ça, c'est quand même génial d'être dans un métier où, en boutique, tes clients ou les messages que tu reçois sur le site web, c'est trop cool ce que vous faites, merci, c'est trop bien, bravo. Enfin, c'est quand même... voilà, c'est pas tous les jours facile, bien sûr, mais en tout cas, il y a ce socle de fond, dire voilà, il y a du sens dans ce qu'on fait. Et ça, je pense que c'est le premier truc. Après, c'est je pense, être bon dans son métier, d'être exigeant et d'essayer de grandir et d'essayer d'apprendre. Et ça, c'est cool. Et je pense que
Moi, je suis bluffé par la capacité de progression de tout le monde dans la boîte. Et ça, c'est vraiment trop bien. Tu mets les gens dans un bon environnement et les gens grandissent vachement. Et après, bienveillance, transparence, se dire les choses quand ça va pas bien. Voilà, essayer de bien organiser, de raconter où on va, la strat, pourquoi on fait les choses, que chacun ait un peu son mot à dire, voilà, se sentir écouté, mettre en place plein de trucs pour que les gens se parlent, pour que ça fonctionne bien et se marrer, quoi, essayer de profiter et de garder du plaisir à venir bosser. Je comprends. Est-ce que tu as des modèles qui t'ont inspiré, des mentors? Ouais, il y a des gens, je trouve, qui font vraiment super bien le boulot. Les gens de Veja, je trouve que c'est une boîte magnifique. Patagonia, qui est trop cool. Il y a un bouquin qui est écrit par le patron, Let My People Go Surfing, qui est trop cool. Ouais, c'est mes exemples. Simplon aussi, qui est une jolie boîte. Ouais, voilà un peu mes refs. La volonté de créer de l'emploi en France dans le textile, c'était dans l'ADN du slip français dès le début? Ou c'est arrivé après? C'est arrivé après. Ça serait mentir que de dire je me suis réveillé un matin en disant tiens, on va sauver l'industrie française. Non, moi je suis parti par le positionnement marketing de me dire on va fabriquer en France, raconter la transparence. Je crois que ça avait vachement de force. Et c'est plus avec le temps que la relation s'est nouée avec les fabricants et là où ouais, ça devient vraiment cool, quoi. Et là, quand tu demandes au patron de l'usine de faire une cocarde sur le toit de 50 mètres et qu'il est d'accord, tu te dis bah ouais, il y a vraiment une relation de confiance qui se crée et c'est vraiment cool. Comment on trouve le bon fournisseur? Ça prend du temps, puisque quand on démarre un produit, tu vas toujours voir des gens qui ont plein de taf et qui ont du mal à parier sur un petit jeune ou une petite jeune qui ne connaît pas le métier. Et il faut convaincre, quoi. Il faut dire le temps que tu vas passer avec moi, tu vas t'y retrouver derrière, parce que forcément, hein, une usine, quand elle commence à bosser, quel que soit le produit, quand elle commence à bosser pour quelqu'un, c'est du temps qu'elle passe pas sur autre chose. Donc c'est potentiellement une prise de risque, slash une perte d'argent. Mais c'est un peu moins vrai aujourd'hui, parce que je pense que les usines, quelles qu'elles soient aujourd'hui, elles ont conscience qu'aujourd'hui, une petite marque qui dit qu'elle va distribuer ce produit que en ligne peut, en quelques années, devenir un de ses plus gros clients. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à quelques années. Nous, la plupart, on bosse avec 42 usines un peu partout en France. On fait bosser 250 personnes en équivalent temps plein un peu partout. Donc, on fabrique 1 million de pièces à l'année, donc on est vraiment industriel. Et il y a pas mal de boîtes, on pèse 40% de leur chiffre d'affaires. Et il y a 3-4 ans, on ne les connaissait pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, les usines, quelles qu'elles soient, ont ça en tête et font le tri entre les clients qui viennent les voir, entre ceux qui ont le bon produit et la capacité à convaincre, quoi. Et je pense que c'est ça qu'on apprend. Moi, si je retiens un truc de ce qu'on apprend ici, c'est arriver à se démerder, pas préparer, en n'ayant pas bossé les trucs, et arriver à convaincre et à ressortir en se disant qu'on va trouver la solution, quoi. Et c'est ça. C'est particulièrement compliqué de produire en France? C'est pas compliqué du tout, c'est particulièrement cher. Donc ça, c'est très vrai. Et après, il faut le faire grandir en volume. Mais le Made in France, ça coûte 3-4 fois plus cher que... si je prends mon métier, c'est 2 fois et demi plus cher que Portugal. C'est 3-4 fois plus cher que l'Afrique du Nord. Et c'est 5 à 10 fois plus cher que production asiatique. Donc c'est pas compliqué, hein. Ça existe, il y a les usines, il y a le savoir-faire. Mais c'est beaucoup plus cher, donc ça impose de repenser le modèle. Et nous, c'est ça un peu le point de départ, c'est de vendre de l'usine au client final directement par le site. Et c'est ça qui permet d'être à peu près au même prix que les autres marques, hein, tout en fabriquant plus cher. Je comprends. Toi, personnellement, tu comptes vendre des slips toute ta vie, du coup, ou tu as d'autres plans dans 5, 10 ans? Écoute, ce que je disais, hein, c'est le temps long. Je sais pas si c'est 5-10 ans, c'est le temps long, mais moi, à ce jour, et je dis pas ça pour la forme, hein, j'ai jamais été approché par aucune boîte de qui que ce soit qui voudrait nous racheter. Donc, est-ce que c'est là, on fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires? Est-ce que ça arrivera quand on fera 30 ou 40 ou 50? J'en sais rien. Et je me dis qu'à partir du moment où peut-être un jour on est approché et qu'on réfléchit à s'intégrer dans un grand groupe ou plus grand que nous, je suis loqué pour 4-5 ans, comme ça, peut-être 2-3, j'en sais rien. Donc à partir du moment où ça démarre, donc toute ma vie, j'en sais rien, et en tout cas, je ne sais pas si j'arriverai à tenir le rythme que je tiens là toute ma vie. Mais en tout cas, je me projette encore quelques années, parce que je pense déjà, il y a encore plein de trucs cool à faire. Et puis ouais, j'ai envie en tout cas, j'ai envie de vraiment ancrer cette aventure et de la porter jusqu'à ce qu'elle soit un peu plus indépendante encore. Et elle n'est pas encore tout à fait. Merci beaucoup. On va passer aux questions du public maintenant.
Alors, moi, j'avais 2 questions. À quel moment, ou plutôt à partir de quel moment vous êtes dit, OK, là, je suis tout seul, il faut que j'ai des employés. Et la deuxième question, c'est quel a été votre premier employé, quel était son métier, en fait? Ok, cool. Il faut me tutoyer sur les prochaines questions, hein, parce que... à quel moment assez vite, en fait. Donc, j'ai démarré en septembre 2011, on a fait 40 000 euros de chiffre d'affaires dès le début. Et en fait, j'avais les slips dans mon garage. Et j'allais à la poste avec les sacs Ikea bleus 2 fois par jour. Et j'écrivais à la main le nom des gens sur les enveloppes. Et quand ça me prenait 4 heures par jour, je me suis dit, bon, il faut que j'essaie de faire autre chose. Donc, c'est venu de là, en fait. En fait, j'ai pas, physiquement pas le temps de tout faire. Il faut que je me fasse entourer. Et que je m'entoure, je sais pas comment on dit, ouais, ça. Et du coup, ça a assez vite, en fait, au bout de 3-4 mois, c'est plutôt le flux produit qui m'a fait dire, OK, il faut que je recrute. Et après, donc ça, c'est plutôt des stages au début. Les 2 premiers vrais jobs que j'ai recrutés le même jour, c'est 2 stages de fin d'études, mais l'une est encore dans la boîte et l'autre est partie il y a quelques mois. Un direction web et l'autre direction commerciale au sens large, boutique, voilà, et qui s'occupait de la prod, un peu de tout au début, quoi. Donc, en fait, ça dépend du métier, mais nous, on est une boîte web, on a 2 principaux métiers, un vendre en ligne et 2 fabriquer des produits. Donc, et je pense qu'il faut regarder aussi toi ou vous en tant que fondateur, cofondateur, c'est quoi vos compétences, sur quoi vous êtes bon, et de recruter sur les métiers clés de la boîte et là où vous êtes moins bon, quoi. Bonjour, merci pour tes explications. Pourquoi est-ce que tu as choisi, si justement au début c'était de passer par le web, ton idée, d'ouvrir des stores physiques? Tu as parlé du store dans le Marais, on n'en a pas beaucoup parlé. Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir pourquoi tu as voulu avoir une empreinte physique alors qu'au début, vous vous démarquiez vraiment à travers la présence web. Ouais, en fait, les 3 premières années, on n'avait pas levé de fonds, on n'avait pas encore de focus, de stratégie, toutes ces conneries-là. On faisait un peu de tout et on n'avait pas pris le parti vraiment d'être web. Il se trouvait qu'on faisait plutôt notre chiffre d'affaires en ligne, mais c'était pas vraiment voulu. Et du coup, on faisait un peu de Galeries Lafayette, de machin. Et je me dis, bah tiens, si on ouvrait une boutique, ça serait quand même cool. Je suis sûr que dans le Marais, on peut cartonner. Je pense que ça va construire la notoriété de la marque parce que finalement, dans ce métier de la mode, en fait, il n'y a que 20% des achats mode qui sont faits online. Et c'est vrai aujourd'hui, hein. Le gros du marché de la mode est encore en retail. Donc ça, c'est un truc à avoir en tête. C'est une publicité vivante. Franchement, c'est vraiment un truc qui te fait passer un peu un cap, un peu bizarre, un peu comme la première fois que la marque passe à la télé. Il y a un truc qui se passe dans la tête des gens, de dire ah ouais, j'ai vu cette marque sur internet, il y a une boutique, ouais, bah, j'achèterai sur internet. Tu vois, il y a un peu un truc qui se passe. Et dernier truc que je me suis dit, c'est le début de notoriété à l'international. Quand tu as une boutique bien placée dans Paris, bah, ça commence à faire connaître la boutique aux Français, bien sûr, mais quand c'est la Fashion Week, pour ceux qui font un tour dans le Marais et d'autres quartiers parisiens à ce moment-là, il y a beaucoup d'étrangers, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Et enfin, dernier truc, en fait, c'est derrière un truc qu'on a vraiment poussé. Donc aujourd'hui, on a 16 boutiques qui font 20% du chiffre. Et en fait, les boutiques, ça coûte des sous pour ouvrir, mais en fait, en termes de modèle, c'est assez rentable, puisque finalement, tu vas pouvoir emprunter de l'argent à la banque pour le pas de porte. Et en fait, du coup, tu n'as pas de frais de marketing. Ton pas de porte, il est passé au bilan. Donc, en fait, en exploitation, c'est assez rentable. Donc, il faut des fonds propres pour pouvoir emprunter. Si tu fais des levées de fonds, tu en as normalement un peu. Mais en fait, le modèle pur retail est en fait un modèle assez rentable. Donc, voilà. Donc, l'idée pour nous, c'est vraiment de rester DNVB, principalement web, parce que c'est là où on est meilleur, plus agile, plus différenciant, mais d'utiliser le retail pour avoir peut-être 20-25 boutiques en France qui font vraiment la notoriété de la marque et qui font que le socle est, enfin, voilà, que c'est vraiment dans les bons endroits. Et je pense que le retail bien fait dans les bons endroits, en France, c'est un truc qui marchera un peu comme, encore une fois, comme disait Big Mama, quoi. Si tu as des vendeurs bien formés qui connaissent bien la marque, ça restera un endroit où tu as des clients qui ne seront pas les mêmes que les clients web et où tu peux faire un carton. Et j'en profite pour dire que à ce jour, moi, je ne crois pas du tout à tous les gadgets que tu peux foutre en boutique pour faire le truc connecté, où tu peux te regarder dans le miroir pour connaître ta taille et tout. Ça, à ce jour, je fais un peu de veille là-dessus. Moi, je trouve que ça ne marche pas. Le Wi-Fi ne marche jamais. Il n'y a jamais le bon truc. Les vendeurs, ils ne savent pas comment ça marche. En fait, il vaut mieux un vendeur ou une vendeuse qui connaît bien la marque, qui est capable de bien te raconter l'histoire pour vendre. Et après, je vois qu'il y en a qui sourient, qui peut-être se lancent sur des projets en magasin, et il y a sûrement de la place. Mais à ce jour, je trouve que les trucs qui existent ne sont pas assez bien huilés, où les équipes sont pas assez formées pour en faire un truc qui fonctionne vraiment.
Salut. Alors moi, du coup, j'ai 2 questions. La première, c'est si tu devais recommencer aujourd'hui, est-ce que tu passerais par un incubateur ou pas? Et la deuxième, est-ce que tu portes que des slips français? Il est bon, putain, il a osé. Alors, je réponds à la deuxième question d'abord. Je porte que des slips et même j'en porte plusieurs fois par jour parce que mon équipe de style, il me pose toujours tous les matins. Tiens, tu peux nous essayer ça, s'il te plaît? Il faut que tu l'aies essayé, lavé, reporté d'ici demain. C'est OK pour toi? Et comme je suis le seul à accepter de faire ça, j'essaye plusieurs slip bars par jour. Donc, je pourrais te donner le détail des couleurs si tu veux, mais ouais. Et sur la première question, l'incubateur. Oui, clairement. Si c'est avec des jambons qui te challenge, qui t'aident à formaliser ton dossier, bien sûr. Et je pense que tout l'accompagnement réseau, et ça, franchement, si vous êtes là, j'imagine que vous êtes déjà en tête, mais moi, il y a un seul truc qui compte, je pense, quand on monte sa boîte, c'est le réseau que vous êtes capable de construire autour de vous. Vos proches et tous les gens que vous allez pouvoir rencontrer. Envoyez des mails, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la chance d'avoir fait une école qui peut vous ouvrir des portes sur ce plan-là. Envoyez, écrivez sur Twitter aux marques que vous aimez bien, rencontrez des gens, c'est ça qui vous fera grandir, c'est ça qui met des coups de pied au cul, et c'est en se confrontant à d'autres boîtes, à d'autres secteurs, à d'autres gens que vous allez grandir et faire mûrir votre projet. Moi, je pense qu'une idée de boîte, il faut absolument en parler tout de suite, quoi. Il y a plein de gens qui disent « j'en parle pas, c'est trop secret et tout, si je me la fais piquer ». En fait, si vous en parlez et qu'il y a quelqu'un qui est déjà en train de bosser dessus, vaut mieux le savoir s'ils ont levé 15 patates et qu'ils ont 12 mois d'avance sur vous. Et deux, si vous en parlez et qu'elle n'est pas bonne, vous allez la faire mûrir et la faire grandir. Donc de toute façon, vous êtes gagnant. S'il y a potentiellement on peut vous la tirer, vaut mieux le savoir et peut-être aller voir les grands groupes avec qui vous pouvez peut-être bosser pour le faire différemment. En tout cas, moi, c'est mon parti pris. Et du coup, l'incubateur, ouais, avec la limite de dire, aujourd'hui, il y a un peu un délire de dire, je suis dans tel incubateur, c'est stylé, du coup, c'est bon. Ou j'ai levé X millions d'euros, trop bien. Ni les incubateurs, ni les millions d'euros levés font le succès d'une boîte. Inversement, des boîtes qui ont du succès souvent ont levé de l'argent et sont passées par des incubateurs, mais ça peut rassurer autour de toi, mais il faut que tu te dises que il faut faire le boulot et c'est une case à cocher qui est cool, mais c'est pas un gage de succès. Bonsoir. Moi, j'ai une question peut-être un peu plus psychologique. Tu as parlé de contracter des dettes personnellement au début. Est-ce qu'au début, dans les premières années, en tant que start-upper, tu as eu des doutes à certains moments? Par exemple, je pense même purement financièrement, en te comparant à des camarades de promo qui avaient des jobs hyper stables, avec des salaires fixes, etc. Est-ce que tu t'es posé des questions par rapport à ça et tu as dit finalement, j'aurais dû faire quelque chose de plus classique? Bien sûr. Enfin, franchement, le plus dur avec du recul, c'est les 9 premiers mois. Moi, j'avais pas de produit, pas de site web, tu n'as même pas une carte de visite, tu n'existes pas. Tu appelles des usines qui en ont rien à foutre de toi, tu rappelles 5 fois, ils ont oublié. Les premiers protos que tu as, ils sont pourris, le site ça marche pas. Et pendant ce temps-là, moi, mes potes, ils étaient en banque ou au BCG et les salaires tombent. Et tu as cette question terrible qu'on pose tous à tout le monde, hein, sans le vouloir, mais dire alors ta boîte. Tiens. Et là, toi, tu es là, tu as 2 mauvaises libards dans un coin, franchement, c'est raide, quoi. Donc ouais, c'est dur. Et tu vois, c'est vraiment le balancier. Des moments, tu te dis, c'est de la balle, je vais cartonner. Des moments, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre, quoi. En fait, je vais retourner chez GE, c'était super. Et pas grave, au final, j'aime bien les sushis, quoi. Donc, non, ouais, c'est dur. C'est dur. Mais c'est pour ça que... Enfin, moi, je suis parti sur un métier relativement simple, avec un produit qui arrivait relativement vite. Et je pense qu'il faut essayer de raccourcir le plus possible le moment entre le moment où tu dis « Ok, je me lance » et où tout le monde autour de toi sait que tu montes ta boîte, et le moment où tu as un début de truc à vendre, quoi. Même si c'est pas parfait, même si c'est pas top, même si, tu vois, au moins tu existes. Et, voilà. Et moi, je trouve que le truc le plus rassurant du monde, c'est le moment où tu as un premier client qui te paye de l'argent pour quelque chose. Et moi, je me souviens, le jour où j'ai mis le site en ligne, le premier jour, je sais pas pourquoi, j'ai eu une commande d'un mec qui m'a commandé 2 slibars sur le site le premier jour où j'ai lancé. Et je me dis, waouh. Et là, tu dis, ok, à partir de là, tout est possible, tu vois. Tu peux aider des jours où il y en a moins, des jours où il y en a plus, c'est sûr. Mais t'existes, enfin, tu vois, il y a quelqu'un qui a acheté ton truc, tu peux te dire, voilà, t'as un truc à raconter. Mais ouais, c'est dur d'avoir des gens autour de toi qui gagnent bien leur vie et tout, mais faut tenir bon. Mais c'est normal. Du coup, pour le lien avec sa question, est-ce que tu as eu des détracteurs autour de toi et comment est-ce que tu l'as géré? Des personnes qui ne sont pas hyper aussi motivées que toi et qui
Ouais, casse un peu. moi, personne croyait à mon truc au début, hein. Même ma copine de l'époque, voilà, tout le monde disait, mais t'es sûr? Je disais, ouais, je suis sûr. Et au fond, t'es pas sûr, quoi. Donc c'est difficile. Après, voilà, faut tracer ton chemin. Et après, par contre, je pense que c'est hyper précieux d'avoir des gens qui sont pas détracteurs pour faire chier, mais qui par contre disent ce qu'ils pensent. Parce que ça, il faut aussi se méfier de ça. Dans ton entourage, les gens sont bienveillants, ils ont envie de t'aider, ils trouvent que ce que tu fais, c'est super, c'est trop cool. Et en fait, ceux-là, il faut écouter, il faut prendre l'amour et se convaincre que ça va marcher, mais il faut surtout aller écouter les gens qui sont pas d'accord, qui trouvent que c'est pas top, qui verraient te faire autrement. Après, tu n'écoutes pas forcément ce qu'ils disent, hein, tu es d'accord ou pas, mais en tout cas, les quelques petites voix, et en général, il n'y en a pas beaucoup de gens qui disent « je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment de la merde ». Ça fait pas plaisir, tu n'as pas envie de l'entendre, mais au fond, tu sais qu'il a un peu raison, mais tu ne veux pas trop écouter. C'est précieux, ces gens-là, et il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est important de les garder autour de soi. Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'ai une question sur l'image de la marque. Quand tu as eu l'idée de faire le slip français, tu n'as pas eu peur de tomber dans du ringard? Enfin, le slip français, c'est un peu... Si, du ringard, du Front National, on a eu pas mal de trucs, de se dire, voilà. Après, encore une fois, ce qui est génial, c'est qu'on vend des slips, donc à la fin, voilà, c'est marrant, et je pense que ça, c'est ce qui nous sauve de beaucoup d'erreurs. Et oui, c'est un peu ringard, mais je crois qu'on a réussi à plutôt bien le faire. Après, encore une fois, tu vois, j'ai démarré, c'était un pari, tu vois, c'était une blague, et je me suis dit, voilà, on verra bien, quoi. Et c'était pas un truc, tu vois, où je me suis dit, pendant 2 ans, je vais faire un business plan, lever des fonds, et c'est vraiment, ça s'est fait assez vite, en fait. Donc, peut-être que j'ai peut-être pas assez réfléchi au démarrage, j'en sais rien. Mais oui, c'est sûr que après, au début, de toute façon, une marque, quelle qu'elle soit, elle tâtonne un peu au début. Les contenus que tu vas faire, ton positionnement, il va un peu évoluer avec le temps. Mais justement, par ce contenu, prendre une bonne direction et puis le nourrir, le renforcer, c'est ce qui fait que tu peux corriger. Donc en fait, même si tu as plutôt des doutes au début, avec le temps, ça va se remplir tout seul. Donc j'ai 2 questions. La première, c'est, vu que ça s'appelle le slip français, donc c'est déjà assez patriotique, tu as des slips avec les couleurs du drapeau de la France, etc. Tu n'as jamais pensé à, par exemple, faire des maillots pour l'équipe nationale de natation ou autre? Deuxième question, vu que ça s'appelle le slip français, encore une fois, tu n'as pas peur au fait de te limiter au marché français à cause de ton nom? Alors, sur la question, là, le sponsoring sportif, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de contrats et c'est des gros moyens. Après, on essaye d'avoir les athlètes un peu en direct sur Instagram qui portent nos produits et tout, donc ça, on le fait pas mal. On est en train de voir l'équipe de France de rugby. Tu vois, typiquement, Kylian Mbappé, je ne sais pas si vous avez spoté, mais dans certains documentaires des Bleus, ils portent le slip français et ça, c'est trop stylé. Mais du coup, tu vois, tu peux pas le dire. Je peux le dire là, mais je peux absolument pas le mettre sur les réseaux sociaux. Et ça. Enfin, c'est très encadré avec des gros contrats et des avocats qui regardent le truc. Donc, pour l'instant, on n'a pas réussi à trop le craquer. Donc, on a des équipes de water polo à Mulhouse et à Dijon, et ça, c'est trop cool et c'est stylé. Et limite, c'est presque plus stylé que. Enfin, non, c'est pas vrai, il y a moins d'impact, mais c'est cool. Et il n'y a pas encore le RCH. Là, je vois plein de mecs qui sont arrivés avec des grands maillots et tout. Je ne sais pas si ça en fait partie. Hein, mais c'est mort pour le partenariat pour le calendrier, les gars, je vous le dis tout de suite. Et ton autre question, est-ce que ça limite à la France ? Je pense pas. Et moi, je me dis souvent un truc, je me dis, Louis Vuitton, en vrai, aujourd'hui, tout le monde se dit c'est une marque géniale et tout, mais quand Louis Vuitton il a démarré sa boîte le premier jour, il a dit je vais appeler ça Louis Vuitton. Est-ce que tu crois que les gens se sont dit de ce nom de marque? Est-ce qu'ils se sont dit ça va être un empire mondial qui va vendre des sacs à main dans tout le monde entier? Je pense que si le contenu est bon et si l'ADN de marque est bonne, je pense que tu peux vendre ça partout. Enfin, tu vois, l'Occitane, c'est un méga succès. Agnès B, c'est un méga succès. Donc, je ne suis pas très inquiet de notre potentiel à l'international si on le fait bien. Et là-dessus, je rebondis sur un truc dont je n'ai pas parlé, mais que j'adore. Et là, pour tous ceux qui montent leur boîte de produits pour aller jeter un œil, c'est la plateforme de marque de la marque France. J'ai séché tous les cours de plateforme de marque à HEC, je ne me rappelle pas en avoir fait un seul, mais il y en a une qui est vraiment cool. Vous tapez, elle est open sur Internet, tu tapes rapport de la marque France, ça a été commandé par Arnaud Montebourg à l'époque. Et en gros, ça dit quelles sont les valeurs qu'il y a dans la marque France versus Made in Germany ou Made in USA, machin. Et ils disent 3 trucs. Ils disent, en fait, la France, la marque France, c'est 3 choses. C'est 1, l'amour des gestes et des savoir-faire. 2, la capacité à penser et à initier. Et 3, l'art de la surprise.
Et moi, je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le slip français, ça coche quand même bien les cases de ces 3 trucs-là. Et du coup, je pense que bien raconté, bien fait, vendre le savoir-faire français à l'étranger, on pourra le faire le jour où on va le faire. Mais du coup, je rebondis un peu d'une autre manière à ta question. Moi, je pense qu'il y a un truc très important pour revenir à ce côté traçabilité locale, Yuka, en fait, de dire, on est parti avec des marques de mode dont le principe était de dire, OK, on va créer un truc en France et puis on va le répliquer, on va faire un succès partout dans le monde. Mais en fait, aujourd'hui, tu te dis que la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante du monde. Il y a des vrais sujets de où tu fabriques, pourquoi, comment. En fait, est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est ce qu'on a envie de construire, de dire qu'une marque française, demain, si on décide d'aller aux États-Unis et d'avoir un plan ambitieux, est-ce qu'on veut fabriquer en France pour aller vendre aux États-Unis? Ou est-ce qu'on veut se dire qu'on est un peu des malades et qu'on se dit que le coton, ça pousse aux États-Unis et qu'en fait, on va monter une usine aux États-Unis avec nos méthodes françaises et faire un produit 100% made in USA par le slip français aux États-Unis? Voilà. J'ai pas répondu à la question. Pour l'instant, c'est pas le plan. Pour l'instant, on va se déployer surtout en Angleterre, Allemagne et les pays proches Europe parce que ça fait du sens, c'est plus local. Mais en tout cas, tu vois, est-ce que finalement, je sais pas si vous le voyez, si vous suivez un peu ce truc-là, mais et Veja, on a sûrement parlé mieux que moi la semaine dernière, mais il se passe un truc de dingue en fait en ce moment. Tous en tant que consommateurs, on veut savoir où c'est fait, par qui, pourquoi, c'est quoi la transparence, on veut que ce soit les bons produits, on scanne sur Yuka et voilà. C'est assez dingue en fait. Donc je pense que le modèle des marques mondiales qui fabriquent un truc à un endroit pour l'envoyer partout dans la planète, je pense que ça va bouger fort dans les 5, 10, 15 prochaines années et à voir ce qu'on peut imaginer d'un peu fou sur ces sujets-là. J'ai répondu à tes questions par une question. Salut. Du coup, nous, on nous dit souvent qu'il faut partir en équipe, que c'est l'équipe qui fait tout. Et toi, de ce que j'ai compris, tu t'es lancé tout seul. Est-ce que tu penses que ça a été un désavantage pour toi? Est-ce que ça t'a posé des problèmes? Écoute, je pense que ça a été un avantage parce que le projet était un peu barré, un peu bizarre et qu'il fallait aller vite et pas trop se poser de questions. Donc je pense que pour démarrer, ça a été un avantage. Après, l'équipe, ça fait tout, je le confirme. Donc aujourd'hui, nous, on est 100 au slip. On est 50 au siège dans le deuxième et 50 dans nos 16 boutiques. J'ai 20 personnes dans la boîte qui sont associées en BSPCE, pour ceux à qui ça parle, encore en équivalent de stock option. Donc j'ai 20 personnes à peu près au capital de la boîte. Et c'est clé d'avoir des gens bons sur qui tu peux t'appuyer, construire une équipe forte. Et sans ça, ça ne marche pas. Donc, une des clés de notre succès, ou en tout cas d'en arriver jusque-là, c'est d'arriver à avoir fidéliser les gens, les faire grandir. Beaucoup de gens sont restés longtemps dans la boîte. Donc je n'avais pas d'associé au départ, mais j'ai compensé ça par des gens voilà, qui sont au bout de 6 ans toujours dans la boîte, par des bons recrutements de DG et de fonctions clés dans la boîte. Donc, ça et le réseau, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est que je ne me suis pas associé avec quelqu'un, mais par contre, j'ai vraiment pris cette habitude. Et comme vous là, j'ai typiquement envoyé Back Market. Ouais, ça vous parle, Back Market? Je ne les connais pas. J'ai regardé sur Twitter et je me suis dit, OK, qui je peux connaître en commun? Je connaissais un gars en commun, j'ai écrit au gars, est-ce que tu me mets en contact avec eux? OK, bah vas-y. Mais vraiment, comme n'importe qui ici, quoi, de dire comment je peux avoir accès à ces gens-là parce que je trouve que leur modèle est intéressant et je vais aller les voir et peut-être que je perdrai mon temps, mais je suis à peu près sûr que je vais perdre mon temps quand je vais les rencontrer. Quoi. Yuka, pour en reparler, je l'ai contacté sur Twitter. Enfin, il y a plein de gens, voilà, plein de boîtes que je vois passer. Phoenix, je ne sais pas si vous voyez Phoenix, voilà, toutes les boîtes cool que je vois sur Twitter, j'écris aux gens, salut, et puis je relance 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et moi, je vous livre un truc, mais je fais pas mal de conférences comme ça fait partie de mon métier et franchement, c'est toujours cool parce que j'ai toujours des bonnes questions. À la fin, je donne mon mail. C'est guillaume@leslipfrançais.fr. Je pense qu'il y a plein de gens qui peut-être auraient envie de décider de discuter avec moi et je serais ravi de le faire. En vrai, il y a très peu de gens qui m'écrivent. Et quand je donne mon mail, je dis, je vous préviens, je ne vais pas répondre au premier ni au deuxième, je répondrai peut-être au 3e mail. En vrai, le nombre de gens qui me relancent 3 fois, alors que c'est pas très compliqué, hein, pour passer, tu vois, c'est très rare en fait. Donc moi, je sais ce que je fais et typiquement Xavier Niel, je lui ai écrit 3 fois, il m'a répondu. Je le connais pas, hein, pas plus que vous. Hein. Donc je pense que c'est hyper important le réseau, tu vois, de créer. Et franchement, moi c'est comme ça que je prends des coups de pied au cul et que j'essaie de grandir avec des gens qui ont un coup d'avance sur le slip. Salut.
Tu as beaucoup parlé de gens que tu aimais beaucoup ou de gens qui t'inspiraient. Est-ce qu'il y a des gens qui t'aiment pas ou des startups qui t'énervent quoi? C'est une bonne question. Je crois pas. Je réfléchis vraiment honnêtement. Fais attention, t'es filmé. Ouais, je suis filmé. Non, en vrai, franchement. Ou une industrie, un domaine en général, à part General Electric. Non, et en plus, je les aime bien. Sans eux, j'en serais pas là. Mais non, franchement, je réfléchis, mais non, il y a... Non. Et en fait, je pense que, et tu vois, il y a pas mal de trucs qui sont appelés le machin français. Et il y en a des tartines. Et en fait, pas mal de fois, on me dit, mais tiens, ça ressemble à votre truc. Est-ce qu'il ne faut pas leur faire un courrier, leur écrire un machin? En fait, l'énergie que tu passes à potentiellement faire bosser un avocat pour essayer de mettre le doigt dedans et t'intéresser à des trucs qui sont, je pense, pas clés pour la boîte. Je pense que c'est... Donc il faut mieux aimer les gens. Bah, c'est un peu bullshit, mais je pense que c'est vrai, hein, franchement. Non, mais c'est vrai. Passer du temps sur des trucs pas positifs, je pense que c'est... Après, il y a des moments où tu es obligé de le faire, mais non, je te fais un peu une réponse de merde, mais non, je crois pas que j'ai de boîtes que je déteste ou qui me viennent comme ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière question, peut-être? Finalement, vous avez fait quoi de l'affiche sur le Galerie Lafayette? La bâche. On n'a pas encore décidé, on est un peu lent, on a eu plein d'idées. Très bonne question. Pour ceux qui ont suivi, pour un Saint-Valentin, on a fait 55 mètres carrés de slip sur le printemps. Et on posait la question aux gens de qu'est-ce qu'on pouvait refaire de ce truc, est-ce qu'on en fait des tote bags, est-ce qu'on réussit le truc. Pour l'instant, je l'ai vu tout à l'heure, elle est pliée au bureau avec 12 idées de réutilisation, mais on ne l'a pas encore fait. Mais tu as raison, merci pour le coup de pied au cul. Merci à tous d'être venus. Merci à vous. Merci Guillaume, et on vous invite à venir discuter avec lui et partager un buffet de nos partenaires Juste Pressé. Donc c'est des fruits made in France et Terre d'Apéro aussi made in France. Et si je peux juste vous dire un dernier petit mot, la meilleure place c'est la vôtre, c'est pas la mienne. Franchement, allez-y quoi. Enfin, faites-vous kiffer, lancez-vous, au pire vous plantez, c'est pas grave. Et moi j'aimerais bien être à votre place. Donc profitez-en. Merci.